Je ne m'attendais à rien ce jour-là. Un simple appel, une voix inconnue. Et puis, ces mots. Votre prêt immobilier de 523 000 euros est en défaut de paiement. J'ai cru à une erreur. Je n'ai pas de maison. Je n'ai rien signé. Mais très vite, j'ai compris. Ce n'était pas une erreur. C'était une trahison. Par ceux que j'aimais le plus. Cette histoire, c'est celle d'une fille qu'on pensait docile. Celle qu'on sacrifie en silence parce qu'elle ne crie jamais, parce qu'elle saura gérer. C'est aussi l'histoire d'un réveil, d'un cœur qui se brise mais ne plie pas, et d'une voix qu'on croyait éteinte, qui revient, pas pour faire du bruit, mais pour reprendre sa place. Si vous avez déjà eu l'impression qu'on prenait tout de vous sans jamais demander, alors cette histoire est peut-être aussi un peu la vôtre. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout, partagez votre propre histoire en commentaire. Dites-moi d'où vous regardez, j'ai hâte de vous lire. Voici mon histoire. L'appel est arrivé un mercredi après-midi ordinaire. Je venais tout juste de poser ma tasse de café et de m'installer dans mon fauteuil usé quand un numéro inconnu s'est affiché sur mon téléphone, clignotant avec une insistance presque menaçante. Quelque chose s'est noué dans mon ventre avant même que je décroche. « Allô, est-ce que je parle à Manon Perrin ?» a demandé la voix à l'autre bout du fil. « Oui, ai-je répondu avec prudence. »« Ici Charles, de la Banque nationale. Nous vous appelons au sujet du solde impayé de votre prêt hypothécaire, d'un montant de 537 000 euros. Nous avons envoyé plusieurs notifications. » Les mots se sont mis à flotter, flous, irréels. « Hypothèque » 5-6 Sud 13 chez Chapt demi-2 €. Je n'avais pas de maison. Je n'avais même pas une voiture neuve. Vous devez faire erreur, ai-je dit, la voix tremblante malgré mes efforts pour rester calme. Madame, les documents que nous avons indiquent votre nom complet, votre date de naissance et votre numéro de sécurité sociale. Vous êtes l'emprunteuse principale d'un prêt contracté il y a 3 ans. 3 ans. Mon cœur s'est figé. C'était à peu près l'époque où ma petite sœur Juliette parlait d'acheter une maison plus grande, une maison qu'elle ne pouvait clairement pas s'offrir. Je suis restée figée, le bourdonnement de l'ordinateur emplissant le silence autour de moi. Mon esprit s'est mis à fouiller dans les souvenirs comme s'il retournait un grenier poussiéreux. Juliette, brandissant des tableaux Pinterest au repas de famille. Mes parents disant qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. Le discours habituel sur la solidarité familiale. Mais ça allait bien au-delà d'un simple coup de main. Après avoir raccroché avec la banque, leur promettant d'examiner la situation alors que je pouvais à peine respirer, j'ai pressé mes paumes contre mes yeux avec force. Mon petit appartement d'une chambre me semblait soudain bien trop étroit, comme si les murs se refermaient main sur moi. Il devait y avoir une erreur. Il le fallait. J'ai fouillé frénétiquement mes tiroirs, extirpant chaque vieux document, priant pour tomber sur une preuve, n'importe quoi, qui prouverait que ce n'était pas moi. Mais au fond de moi, une sensation glaciale avait déjà commencé à s'installer, se levant entre mes côtes, le début d'une trahison que je ne voulais pas nommer. Car si ce n'était pas une erreur, il n'y avait qu'une seule explication possible. Je repensais à la manière dont mes parents me désignaient toujours comme la raisonnable, celle qui n'avait besoin de rien, qui ne faisait jamais de vagues. Pendant ce temps, Juliette passait d'une décision désastreuse à une autre, toujours couverte par les excuses chuchotées de maman et les soupirs fatigués de papa. Cela avait toujours été comme ça. J'étais le personnage de fond dans ma propre famille. Utile, fiable, invisible. Je me suis appuyé le front contre le bois froid du bureau. Les larmes me brûlaient pour les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Pas encore, car ce n'était pas juste une question d'argent. C'était une question de confiance, de respect, de ce que valait ma vie pour eux, visiblement pas assez pour m'en parler avant d'engager mon avenir. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de ma mère. « Coucou ma chérie, j'espère que tu passes une bonne semaine. Dîner en famille dimanche. » Dîner en famille. Comme si tout était normal. Comme si mon nom n'était pas greffé à une dette de plus d'un demi-million d'euros. J'ai tapé un, bien sûr, puis appuyé sur envoyer. Parce que, avant les confrontations, les accusations ou les cris, j'avais besoin de savoir. De comprendre toute l'histoire. Et une voix très ancienne, très calme, en moi, m'a soufflé que cette fois, je ne resterai pas invisible. Le lendemain matin,
Après une nuit blanche passée à fixer les fissures du plafond, je me suis assise, voûtée, à ma table de cuisine. La vapeur de mon café montait en volute, mais je n'y ai pas touché. Mon ordinateur était allumé, les onglets se multipliaient comme des mauvaises herbes. Fraude hypothécaire, falsification de signature, bloc juridique, signe de vol d'identité. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais découvrir. J'ai rappelé la banque, demandant une copie du dossier de prêt. La conseillère au téléphone, polie mais robotique, m'a envoyé les documents en quelques minutes. Quand j'ai ouvert le fichier PDF, mon souffle s'est bloqué. Tout y était. Page après page, mon nom, mes informations personnelles et ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. Elle y ressemblait, assez pour tromper un œil non averti. Mais je connaissais chaque boucle, chaque tremblement de mon écriture. Celle-là était trop nette, trop assurée, comme un miroir fêlé de ma propre main. J'ai zoomé, analysé chaque courbe, chaque terminaison. Le Manon un peu trop incliné, le Perrin trop soigneusement calligraphié. Mon cœur s'est mis à battre plus fort à chaque ligne, chaque clause du prêt, chaque paraphe sur les marges. C'était comme assister à mon propre vol au ralenti. Et le pire, c'est qu'il n'avait même pas cru bon de m'en parler. Je revoyais tous ces repas où Juliette était traitée comme une princesse, pendant qu'on me demandait de sourire et d'applaudir depuis les coulisses. Tous ces moments où je réglais discrètement l'addition, parce que tu gagnes mieux ta vie en ce moment, ma chérie. Mieux. Jusqu'à aujourd'hui. Les murs de ma petite cuisine semblaient se resserrer autour de moi. J'ai fermé les yeux, laissant la tempête gronder à l'intérieur. Pas de larmes, pas encore, juste un vide grandissant, tranchant. La trahison n'était pas bruyante. Elle n'avait pas la violence des cris ou des portes claquées. Elle était silencieuse, nette, comme une lame glissant sous la peau. J'ai commencé à rassembler tous les papiers me liant à eux financièrement. Relevés bancaires, rapports de crédit, même de vieilles cartes d'anniversaire, où ils plaisantaient sur la fille responsable. Des preuves. Je ne savais pas encore quoi en faire, mais je savais que je devais me protéger. Les heures ont passé, chaque souvenir me frappant comme une gifle. Juliette exhibant sa voiture flambant neuve après avoir abandonné ses études. Maman me disant « Tu es forte, Manon ». Juliette a juste besoin d'un petit coup de pouce. Papa me tapotant la tête, le jour de ma remise de diplôme, à laquelle personne n'était venu. On avait toujours attendu de moi que je tienne le choc, que je sois le filet quand Juliette tombait. Mais cette fois, ils ne m'avaient même pas demandé. Ils avaient décidé pour moi, signé à ma place, hypothéqué mon avenir comme si ce n'était qu'une formalité. Le soir venu, une pile bien ordonnée de documents reposait sur ma table. Elle n'était pas grande, mais elle était lourde d'une promesse silencieuse. La fille qui avait tout fait pour être la bonne élève, la fille parfaite, n'existait plus. Je ne savais pas encore qui j'étais en train de devenir, mais je savais une chose. Je ne resterai plus jamais silencieuse. Dimanche est arrivé trop vite. Je me suis retrouvée devant la maison de mes parents, celle où j'avais grandi. La porte d'entrée me semblait être celle d'un tribunal. Une partie de moi voulait faire demi-tour, prétendre que tout cela n'était jamais arrivé. Redevenir la fille discrète, docile. Mais une autre partie de moi, celle qu'ils avaient forgée sans le savoir, m'a redressée. J'ai frappé. 1 fois, 2 fois. Ma mère a ouvert la porte, radieuse comme si tout allait bien. « Manon, je suis si contente que tu sois là, ma chérie. » J'ai franchi le seuil. L'odeur du rôti et du produit ménager au citron m'a frappée de plein fouet, réveillant des centaines de souvenirs d'enfance. Mais désormais, il sonnait creux. Mon père était dans le salon, absorbé à moitié par un match de foot, une bière posée sur la coudoir. Juliette, affalée sur le canapé, faisait défiler son téléphone. Son sac à main hors de prix, jeté négligemment à côté d'elle. Aucun d'eux ne m'a vraiment regardée. Je me suis assise, silencieuse. Mon cœur battait si fort que je m'étonnais que les murs ne vibrent pas. J'ai attendu. Qu'ils se détendent. Qu'ils montrent leur vrai visage. Le dîner s'est déroulé comme tous les autres dimanches. Rire, bavardage, Juliette se plaignant du coût de l'entretien de son jardin immense, papa grommelant contre l'arbitre, maman couvrant Juliette d'éloges, comme si elle avait inventé la lune. Et puis,
Les assiettes rangées, j'ai pris la parole. J'ai une question. 3 visages se sont tournés vers moi. Curieux. Comme si j'allais demander si quelqu'un avait vu mon écharpe. Quelqu'un sait-il quelque chose à propos d'un prêt immobilier à mon nom? Le silence. Épais. Déchirant. On aurait pu entendre la trotteuse de l'horloge sur le mur. Juliette a été la première à réagir. Elle s'est agitée, tirant sur ses manches nerveusement. Le sourire de maman a flanché. Papa s'est raclé la gorge. Mon visage est resté impassible. Je ne me suis pas emportée. Je n'ai accusé personne. J'ai juste attendu. Maman a craqué la première. Écoute, ma chérie, ce n'est pas grand-chose, c'est la famille. Juliette avait besoin d'un petit coup de pouce pour obtenir le prêt. Voilà tout. Tu ne pétais rien de toute façon. Tu as un bon crédit, Manon, a ajouté Juliette, sur la défensive. Moi, je n'en ai pas. Ce n'est pas juste que tu refuses d'aider. Ce n'est que du papier, après tout. Du papier. Juste du papier. Je me suis adossée à ma chaise. J'ai laissé leurs mots se déposer, comme de la cendre. Ils ne pensaient même pas avoir mal agi. À leurs yeux, j'étais celle qui exagérait. J'ai hoché la tête lentement. « Merci pour votre honnêteté », ai-je simplement dit. Juliette a haussé les épaules, déjà retournée à son téléphone. Maman a retrouvé son sourire satisfait. Papa a repris son match. Aucun d'eux n'a vu la tempête derrière mes yeux calmes. Ils pensaient que l'ancienne Manon était toujours là. Mais ils n'avaient pas compris que la vraie tempête arriverait sans prévenir, et qu'elle serait silencieuse, jusqu'au jour où elle ne le serait plus. Le trajet du retour fut flou. Les lampadaires défilaient sur le pare-brise, mais je ne les voyais presque pas. Mes mains agrippaient le volant avec plus de force que nécessaire. Le léger vrombissement des pneus sur l'asphalte était le seul son audible dans la voiture. Mais en moi, c'était tout sauf calme. Leurs mots tournaient en boucle dans ma tête, comme un manège cruel. Ce n'est que du papier. Ce n'est pas un gros problème. La famille s'entraide. Je pensais à tous les sacrifices que j'avais faits, à toutes les fois où j'avais avalé ma frustration pour préserver la paix, à chaque moment où j'avais nettoyé les dégâts de Juliette dans l'ombre. Et tout cela, pourquoi? Pour qu'on m'enchaîne à une dette de 537 000 € sans même un appel. En rentrant chez moi, je suis restée longtemps dans la voiture, regardant la silhouette sombre de mon petit immeuble. Je ne bougeais pas. Je laissais la trahison s'infiltrer encore plus profondément, brûlant un trou que je savais ne jamais pouvoir refermer. Mais quelque chose d'autre s'est allumé dans ce vide. Il m'avait libérée. Pas par choix, ni par remords, mais en arrachant la dernière illusion que j'avais encore sur ce que représentait la famille. Il n'y avait plus rien à défendre, plus rien à attendre. Ils avaient tracé la ligne. Désormais, je choisirais de quel côté je me trouvais. Je suis montée, j'ai enfilé mon vieux sweat confortable et rallumé mon ordinateur. Cette fois, je ne cherchais plus des conseils, je cherchais des solutions. Avocat spécialisé en fraude hypothécaire, article sur les poursuites contre des membres de sa propre famille. Étape à suivre pour retirer son nom d'un prêt frauduleux. Le monde me semblait plus froid, plus tranchant. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleinement éveillée. J'éveillais tard, lisant tout ce que je pouvais, prenant des notes, dressant une liste des démarches à suivre. Il s'était attendu à ce que je plie, à ce que je pleure. Il ne me connaissait pas. Je n'allais pas hurler, ni supplier. Je n'allais pas attendre des excuses qui ne viendraient jamais. J'allais être méthodique, discrète, implacable. Je repensais à chaque fois où il m'avait fait sentir insignifiante. Maman, à peine attentive à mon admission à l'université. Papa, riant lorsque je lui avais parlé de ma promotion obtenue seule. Juliette, lançant avec mépris. Tout le monde n'est pas parfait comme toi. Je n'étais pas parfaite. J'avais juste survécu. Et maintenant, j'allais me libérer. Et je les regarderais s'effondrer sous le poids qu'ils avaient essayé de faire porter sur mes épaules. À 2 heures du matin, j'ai refermé l'ordinateur. L'épuisement m'a submergée. Mais ce n'était pas l'épuisement résigné des jours précédents. C'était un calme pesant, celui de quelqu'un qui a décidé. Je me libérerai. Je protégerai mon avenir. Et quand ils comprendront ce que j'ai fait, il sera déjà trop tard. Certains apprentissages ne coûtent rien. D'autres coûtent tout. Ils allaient découvrir la différence. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. La trahison, une fois pleinement acceptée, peut vous rendre plus lucide que 1000 discours.
J'ai appelé mon bureau pour poser un jour de congé. Ma responsable n'a posé aucune question. Peut-être a-t-elle entendu dans ma voix cette note ferme, sans appel, qui n'invite pas à la conversation. Ma première destination fut un petit café discret, niché entre un fleuriste et une librairie. L'endroit parfait pour discuter en paix. Je me suis installée dans un coin, un café noir fumant entre les mains, attendant mon rendez-vous. À 9h pile, il est arrivé. Maître Garnier, avocat spécialisé en droit immobilier. Un contact recommandé par une amie, réputée pour sa discrétion et son efficacité redoutable. Il était plus âgé, regard perçant, geste précis. Un homme que rien ne semblait pouvoir surprendre. Je lui ai remis le dossier. Les papiers du prêt, les lettres de la banque, mon rapport de crédit, mes pièces d'identité. Il a tout examiné, page après page, ses sourcils se fronçant légèrement. Lorsqu'il a terminé, il a levé les yeux vers moi. Vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ils ont commis une fraude, un vol d'identité. C'est un délit. Entendre ces mots à voix haute a été comme recevoir un coup et une libération à la fois. Ce n'était pas un simple drame familial. C'était pas des infractions pénales. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement posé la seule question importante. Comment je répare ça? Pendant 2 heures, Maître Garnier m'a expliqué la marche à suivre. Déposer plainte, informer officiellement la banque, contester le prêt par écrit, entamer les démarches pour retirer mon nom, et si besoin, poursuivre en justice pour obtenir réparation. Ce serait long, compliqué, et cela détruirait ce qui restait de nos liens familiaux. Mais cela sauverait mon avenir. Et pour la première fois, ce simple avenir m'a paru précieux, tangible, et à moi seul. Pendant que j'écoutais l'avocat et prenais des notes avec application, quelque chose s'est éclairci en moi. Je ne faisais pas cela contre eux. Je le faisais pour moi. Ils avaient fait leur choix. Moi, je faisais les miens désormais. À la fin du rendez-vous, Maître Garnier m'a serré la main d'un geste assuré. « Vous faites ce qu'il faut, Manon. Ne laissez pas la culpabilité vous affaiblir. » J'ai glissé sa carte dans mon portefeuille et quitté le café, la lumière crue du soleil me frappant en plein visage. Dehors, le monde continuait de tourner. Les gens riaient, les voitures klaxonnaient, une mère grondait tendrement son enfant sur le trottoir. Et là, debout sur le pas de la porte, j'ai compris. Ma vie pouvait, elle aussi, continuer, sans eux. Ce ne serait pas simple, mais ce serait ma vie. Et pour la première fois, cela suffisait. Au commissariat, l'air sentait le café froid et le métal. J'ai expliqué aux policiers que je souhaitais déposer une plainte pour vol d'identité. D'un geste calme, j'ai remis le dossier que Maître Garnier m'avait aidé à constituer. Les documents, les copies, les dates, le prêt frauduleux. L'agent a feuilleté le tout et j'ai perçu l'espace d'un instant un éclat dans son regard. Peut-être de la colère, peut-être un élan de solidarité. « Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» m'a-t-il demandé, la voix plus douce. « Si je ne le fais pas, ai-je répondu posément, ils continueront de me prendre ce qui m'appartient. » Il a hoché la tête, tamponné les papiers et m'a remis une copie du dépôt de plainte. C'était officiel, désormais. L'après-midi même, j'ai envoyé une lettre recommandée à la banque avec le rapport de police et une contestation formelle du prêt. Je me souviens avoir signé le formulaire au guichet de la poste, la main tremblante. Non pas de peur, mais sous le poids définitif de ce que cela représentait. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Les jours suivants ont été silencieux, pesants. Je n'ai pas appelé mes parents, ni Juliette. Je ne les ai pas prévenus, j'ai simplement attendu. 3 jours plus tard, ma mère s'est présentée chez moi sans prévenir. Je l'ai observée depuis la fenêtre avant d'ouvrir. Elle avait l'air bouleversée, en colère, et terrifiée. Quand j'ai fini par ouvrir la porte, je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle a immédiatement explosé. « Comment as-tu osé impliquer la police? Tu te rends compte de ce que tu fais à cette famille ?» Je l'ai laissé parler, sans réagir. Ses mots ricochaient sur moi comme des balles en caoutchouc. « Je te faisais confiance, Manon. Juliette avait besoin d'aide. La famille doit rester unie. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, ai-je dit calmement. La famille, ça demande. Ça ne vole pas. » Son visage s'est tordu de surprise. Elle ouvrait et refermait la bouche, comme un poisson hors de l'eau. « Tu as tout gâché. » J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement répondu, la voix douce mais tranchante.
Je n'ai rien gâché. J'ai juste arrêté de nettoyer vos erreurs. Et sans un mot de plus, j'ai refermé la porte. Le clic du verrou fut le bruit le plus puissant que j'ai jamais produit. Je suis restée là, de l'autre côté, le cœur battant. Pas de regret, mais un immense soulagement. Plus tard dans la soirée, Juliette a tenté de m'appeler. 12 appels et absences. Des messages vocaux pleins de colère et de supplications. Je les ai supprimés sans les écouter. La banque a répondu dans la semaine. Ils suspendaient pas le prêt, ouvraient une enquête et présentaient des excuses formelles pour leur part de responsabilité. La procédure judiciaire allait être longue, mais j'avais franchi les premières étapes. Les bonnes étapes. Et ma famille, ce château de cartes construit sur le mensonge, commençait à s'effondrer. Je n'ai pas eu besoin de hurler, ni de frapper. J'ai juste laissé la vérité faire son œuvre. Et d'une certaine manière, c'était bien plus satisfaisant. Dans les semaines qui ont suivi, le silence a épaissi autour de moi. Plus de visites surprises, plus d'appels paniqués, plus de messages culpabilisants me disant de pardonner et d'oublier. C'était comme si j'avais été effacée du groupe familial. Des fêtes, de cette image factice d'unité qu'ils s'efforçèrent de préserver. Au début, cette solitude m'a étouffée. Même quand la trahison est claire, une part de vous, l'enfant qui cherche encore l'approbation, souffre quand les liens se rompent. Mais peu à peu, autre chose a germé. La paix. La vraie. Cette paix, discrète mais profonde, s'est installée sans bruit. Je me suis surprise à faire des choses que j'avais mises de côté depuis des années. Le samedi, j'arpentais les marchés de producteurs, achetant des tournesols pour égayer ma table de cuisine. Je me suis remise à marcher sur les sentiers forestiers, respirant l'air frais du matin, sentant la terre stable sous mes pas. Un jour, sur un coup de tête, je me suis inscrite à un cours de poterie. Mes mains étaient maladroites, mais mon esprit se sentait plus léger chaque fois que je façonnais quelque chose de mes doigts, à partir d'une matière brute. Il y avait une forme de beauté dans cette reconstruction lente, silencieuse, fragile. La procédure judiciaire suivait son cours en arrière-plan. Je répondais aux emails de Maître Garnier, signais des attestations, recevais des mises à jour sur le désengagement progressif du prêt. Et chaque fois que je voyais mon nom, Manon Perrin, sur une enveloppe officielle, je me rappelais « Ce nom est le mien. Cette vie est la mienne. Elle ne m'a pas été donnée par mes parents. Elle n'est pas une dette envers ma sœur. Elle m'appartient. » Le plus étrange, c'était de constater qu'au fond, je ne désirais pas la vengeance comme je l'aurais cru. Je ne voulais pas voir Juliette tout perdre. Je ne voulais pas traîner mes parents dans la honte publique. Je voulais seulement la distance, la liberté, la possibilité de vivre sans porter les chaînes invisibles de dettes contractées sans mon consentement. Un soir, quelques mois après le début de tout cela, je me suis assise sur le petit balcon de mon appartement, une tasse de thé entre les mains, regardant les lumières de la ville s'allumer doucement. J'ai repensé à la jeune femme que j'étais, celle qui disait oui par peur, qui encaissait les coups comme si c'était sa mission. Et j'ai pensé à la femme que je devenais, calme, ancrée, inébranlable. Pas par le bruit, mais par la constance. Une brise douce a soulevé le bord du vieux plaid posé sur mes épaules. Et dans le silence, j'ai souri en murmurant à voix basse, plus pour moi que pour quiconque. Je ne leur dois rien, ni colère, ni explication, ni pardon, pas à leur rythme, juste le silence. Et dans ce silence, enfin, je me suis trouvée. La confrontation finale n'a pas été théâtrale. Il n'y a pas eu de cris, ni de grandes scènes, pas de réconciliation en larmes. Elle a eu lieu un dimanche après-midi tranquille, presque 1 an jour pour jour après le début de toute cette histoire. Je revenais d'un salon de potier, les bras chargés de bols et de tasses faits main, encore couverts de poussière d'argile. Et là, devant mon immeuble, ils m'attendaient. Mes parents, Juliette, debout, maladroits, comme étrangers sur un quai de gare. Ils semblaient plus petits. Juliette, d'ordinaire si impeccable, avait les cheveux en bataille, le regard fuyant. Ma mère tenait son sac si fort que ses jointures étaient blanches. Et mon père, ce grand homme qui avait un jour hurlé que « la famille, c'est la loyauté », ne parvenait même pas à soutenir mon regard. Il perdait tout. L'enquête de la banque avait déclenché une série d'événements en cascade. Le prêt avait été annulé. La maison de Juliette saisie. Et avec elle, leur illusion de contrôle s'était écroulée.
Je me suis arrêtée sur le trottoir, le soleil de fin d'après-midi dessinant de longues ombres autour de nous. Ils ont dû voir le changement en moi, car pour la première fois, ils n'ont pas ordonné, ni supplié avec arrogance, ils ont juste plaidé. « Manon, » a commencé ma mère, la voix tremblante. « On a fait une erreur, mais on reste une famille, non ?» Juliette s'est avancée d'un pas, la voix faible, désespérée. « J'ai besoin de toi. Juste un peu. S'il te plaît, ne nous tourne pas le dos. » Mais il n'y avait plus de colère en moi, plus de désir de revanche, juste une certitude tranquille, glaciale et douce. J'ai déposé mes sacs au sol et je me suis redressée. Je les ai regardés, vraiment regardés. Leur visage était plein de peur, de regret, et de cette douloureuse prise de conscience, je ne leur appartenais plus. Ils n'étaient pas venus par amour. Ils étaient venus parce qu'ils avaient encore besoin de moi. Et cette fois, il n'y aurait plus rien à prendre. J'espère, ai-je dit, la voix posée, que vous comprendrez un jour ce que veut dire être une vraie famille. Ce n'est pas quelque chose qu'on vole, ni qu'on exige, ni qu'on réclame quand ça vous arrange. J'ai repris mes sacs. Quant à moi, je suis enfin libre, et je ne reviendrai pas. Leurs visages se sont décomposés. La bouche de ma mère s'est ouverte pour protester. Les yeux de Juliette se sont remplis de larmes. Mais je n'ai pas attendu la suite. J'ai tourné le dos. J'ai remonté les marches de mon immeuble sans me retourner. Arrivé au palier, j'ai marqué une pause. Le vent de fin d'après-midi a fait frémir mes cheveux. Et dans un souffle, je me suis murmuré, à moi seule. Parfois, s'en aller est la chose la plus bruyante qu'on puisse faire. Puis j'ai monté les dernières marches, en laissant derrière moi tout ce qui m'avait brisé. Et devant moi, une vie qui, enfin, m'appartenait.